Tard dans la nuit, le long de la rivière, enveloppé de brouillard, flottait un petit bateau dans lequel était assis un homme. Il ramait de toutes ses forces, et la sueur coulait sur son visage, mais il continuait à nager. Il pensait que le poison s'était déjà répandu dans tout son corps, que très peu de temps s'écoulerait, et qu'il était sur le point de perdre connaissance. Mais il doit tout mettre en œuvre pour arriver à Handong le plus rapidement possible. Il sortit de sa poche une tablette dorée, sur laquelle se trouvait l'image d'un aigle volant. Tout à coup, un cri se fit entendre dans le brouillard. Quelqu'un a crié qu'on l'avait enfin rattrapé, et l'homme a aperçu la vague silhouette d'un bateau. Un grand navire naviguait vers lui, à la poupe duquel des gens se tenaient et le regardaient. L'un d'eux s'appuya sur la balustrade avec sa main acérée aux griffes dorées, et s'exclama qu'il était surpris en voyant jusqu'où l'homme pouvait aller. C'est la femme qui l'a invité à se rendre, et lui a dit que sa résistance s'arrêterait là. L'homme s'est levé de toute sa hauteur et lui a crié de se taire, et il n'abandonnerait jamais. À cause de la tension, du sang jaillit de sa bouche et il se mit à tousser violemment. Le poison commença à faire effet. La femme a noté que le fugitif avait fait beaucoup d'efforts et que maintenant, même bouger, ça devait être douloureux pour lui. Il a juste besoin d'accepter son sort, et M. Jucho a promis de lui trouver une place s'il vient volontairement vers lui pour se confesser. L'homme a traité la femme de traître et a regretté qu'elle ait si soif de pouvoir. Ce à quoi la femme a répondu que les gens ne s'adaptent qu'à la situation, que le monde change, et que maintenant l'ère de M. Jucho est arrivée. L'équipe Surazo que l'homme aimait tant n'existe plus. L'homme a saisi la pancarte dans ses mains, l'a cachée, et a dit à la femme que s'il lui restait ne serait-ce qu'une goutte d'affection pour son ancien collègue, elle ne le traiterait pas de cette façon. À ces mots, il brisa le fond de son bateau avec son pied. Des morceaux de bois et d'énormes jets d'eau volèrent dans les airs, et l'homme fut enveloppé d'une lumière bleue. La femme était sans voix et se couvrit le visage avec sa manche pour protéger les débris volants. « C'est ma réponse », rugit l'homme, récupérant une énorme boule dans sa main grâce au flux de pouvoir qui venait de lui, et jeta cette balle dans le navire de ceux qui le poursuivaient. Le ballon a brisé le pont du bateau ennemi. La femme était surprise que celui qui le poursuivait ait encore autant de force. Elle n'a pas prêté attention aux cris des blessés, mais s'est mise au travail. Elle a immédiatement donné l'ordre à ses serviteurs de tuer l'homme, car les négociations avaient de toute façon échoué. Et les guerriers se précipitèrent dans l'attaque que l'homme se prépara à repousser. Royaume de Khon, province de Nama. Une petite maison rurale se dresse derrière une clôture basse, avec un grand arbre poussant à proximité. Tout est très paisible et confortable. La porte s'ouvre lentement, et quelqu'un traverse la cour sur la pointe des pieds, essayant de ne réveiller personne de la maison. Mais il est rattrapé par un cri terrible. « Où vas-tu » Et la personne comprend qu'elle a été exposée. Le garçon du village Jinbek se retourne, et voit sa sœur. La petite sœur de Jinbeka, qui s'appelle Midan, demande avec indignation si son frère a décidé de s'enfuir à nouveau, lorsque son grand-père lui a dit de rester à la maison. Le garçon essaie de mentir à sa sœur en lui disant qu'il court aux funérailles du père d'un ami, mais la fille se souvient que c'était le mois dernier. Son ami a-t-il vraiment plusieurs pères qui meurent tout le temps? Nous devons faire ce que grand-père nous dit la sœur, et le garçon réfléchit à la manière de la persuader de le laisser sortir. Il se souvient qu'hier un très joli miroir a été vendu au marché et dit à sa sœur qu'il peut l'acheter pour elle. Il promet aussi de lui acheter du caramel, et sa sœur commence à douter. Finalement, elle lui donne 3 heures pour vaquer à ses occupations et revenir. Jinbek s'enfuit immédiatement. Il court sans distinguer la route et se heurte à quelque chose de très dur. Le garçon tombe, se serre le nez meurtri et un homme aux cheveux gris se penche sur lui. Un vieil homme menaçant, armé d'un bâton d'où émane le pouvoir, regarde le garçon avec indignation. Le garçon comprend qu'il est tombé sur son grand-père et que les représailles pour désobéissance sont inévitables. Le grand-père est très en colère parce que son petit-fils est sorti alors qu'on lui a ordonné de rester à la maison. Il dit à son petit-fils que s'il ne veut pas rester à la maison, il doit faire ce que fait son grand-père, c'est-à-dire chasser. Le petit-fils ne veut pas chasser et demande à son grand-père s'il n'a jamais fait de rêve. Le grand-père attrape un bâton et punit son petit-fils. Il demande de qui il a tiré de telles pensées. Est-ce vraiment de son ami Bekbong? Tard dans la soirée, Jinbek sort au bord de la rivière et pense tristement que son grand-père est très strict et ne comprend pas que son petit-fils n'est plus un petit enfant. Il s'ennuie insupportablement. Il est né dans ce village, mais veut vivre une vie incroyable. Par exemple, étudier les arts martiaux et devenir un puissant guerrier sur le cheval noir, enveloppé dans la peau d'une bête sauvage. Il parcourrait le monde et attraperait toutes sortes de canailles, pour lesquelles il recevrait sa renommée et son nom resterait dans l'histoire. Ou bien il pourrait rencontrer une femme en difficulté, alors il vaincra facilement le scélérat. Et une femme lui demandait « Incroyable chevalier, quel est ton nom? Je vous supplie de me dire que c'est le désir de ma vie. »
Et il disait modestement que son nom ne veut rien dire, mais c'était son devoir de le lui dire. Que son nom est le dragon de feu de l'armée céleste de Jinbek. Il croyait tellement en CE qu'il venait d'inventer lui-même qu'il se leva joyeusement et cria que c'était le début du grand guerrier Jinbek. À ce moment-là, le vent souleva une vague, et l'eau éclaboussa le visage du Jinbek. Il était complètement mouillé, et aussitôt toutes ses illusions dissipées, il se retrouva mouillé sur la rive déserte. Soudain, ses yeux s'écarquillèrent. Il vit quelque chose qui l'étonna. Un corps a été rejeté sur le rivage par une vague. C'était le cadavre d'un homme. Jinbek était horrifié par ce qu'il voyait, et ne pouvait pas comprendre s'il le voyait en réalité ou en rêve. Dans la poche du défunt brillait une plaque d'or. Dans le palais royal, de nombreux courtisans se tenaient devant la chambre du roi lorsqu'un homme entra. Il était très dominateur, et malgré toute son apparence, il montrait de l'impatience et de l'irritation. D'une voix forte, il appela le roi, s'étonna qu'il ne se soit pas encore réveillé, et cria qu'il ne pouvait pas dormir, alors qu'un tel désordre se produisait dans le pays. Les courtisans étaient horrifiés, et ne comprenaient pas ce qui se passait. L'un des courtisans s'est tourné vers le chancelier et a déclaré « Bien que le chancelier soit un fonctionnaire de haut rang qui assiste le souverain dans l'administration des affaires de l'État, personne n'est autorisé à entrer dans la chambre de Sa Majesté. » Le chancelier saisit la tête du courtisan d'une main de fer et le souleva du sol. Le courtisan s'étouffait et ne pouvait prononcer un mot. Et le chancelier devint rouge de colère et dit que seul un insolent pouvait oser élever la voix contre lui et lui dire ce qu'il pouvait et ne pouvait pas faire. Se balançant de toutes ses forces, le chancelier jeta le malheureux courtisan contre le mur, et il a glissé au sol avec la tête cassée. Le chancelier entra dans la chambre du roi et vit une silhouette enveloppée dans une couverture. Il se tourna vers le roi en lui disant que la santé de Sa Majesté se détériorait de jour en jour, ce qui inquiétait grandement le chancelier. Il conseilla au roi d'aller dans le sud pendant un certain temps pour se soigner. Il n'avait pas à se soucier des affaires du pays. Après tout, depuis le règne du dernier roi, le chancelier s'est sacrifié et fera tout pour le bien du royaume de Hong et de ses sujets. Les courtisans s'inclinèrent profondément pour ne pas croiser le regard du chancelier et entendirent le faible murmure du roi. « Je comprends. Qu'il en soit ainsi. » Et au village, la vie continue comme d'habitude, et le grand-père gronde à nouveau son petit-fils. Ce gamin n'a pas encore passé la nuit à la maison, et grand-père décide de ne lui faire aucune concession cette fois-ci. Le petit-fils crie qu'il vient de s'endormir au bord de la mer, et le grand-père est sûr que son petit-fils s'est encore disputé avec quelqu'un. Jinbek s'enfuit de son grand-père et pense qu'il ne peut en aucun cas dire qu'il a trouvé un corps sur le rivage cette nuit-là, car s'il dit cela, il aura encore plus de problèmes. Finalement, le grand-père s'est fatigué et a exigé que son petit-fils vienne le voir. Il apporta la viande du cerf que son grand-père chassait à la boucherie et compta soigneusement l'argent. Le petit-fils lui pose une question. Pourquoi grand-père ne peut-il pas y aller lui-même? Mais grand-père prend un air tellement menaçant que Jinbek court rapidement chez le boucher. Au centre du village, il y a beaucoup de monde et de nombreux commerces. La vie bat son plein dans les rues. Le boucher paye Jinbek et conseille-lui de ne pas créer de problème et de rentrer rapidement chez lui. Jinbek se rend compte qu'il peut s'acheter une friandise et un miroir pour sa sœur Midan. Tout à coup, il remarque qu'un grand nombre de personnes regardent quelque chose. Il se fraye un chemin à travers la foule pour voir ce qui s'est passé, et voit un vieil homme allongé par terre et à côté de lui un petit enfant qui pleure. Il y a 2 personnes debout à proximité. L'une est un énorme voyou, l'autre est plus petite que lui, et il semble y avoir une sorte de conflit entre eux. Le voyou conseille à l'homme de ne pas se mêler des affaires des autres et de suivre son propre chemin. Les amis du voyou disent que cet homme n'est pas du coin, et ils ne savent pas quel genre de gars il estimate. Les gens autour ont pitié de l'homme qui ne sait pas que CS hooligans sont très cruels, et se sont impliqués dans cette affaire en vain. L'homme tire son épée, mais les gens doutent qu'il puisse en combattre 5 à la fois. L'homme dit qu'il n'a pas besoin d'une épée pour faire face à des scélérats aussi pathétiques qui l'entouraient. Les hooligans se précipitent tous ensemble sur l'homme de différents côtés pour lui montrer qui est le patron. D'un mouvement rapide, l'homme serre le poing, se déplace instantanément de l'autre côté et laisse les hooligans se battre avec l'espace vide. Les hooligans ne comprennent pas où est passé celui qu'ils s'apprêtaient à attaquer. Et soudain, une série de coups précis s'abattent sur eux tous par derrière. Jinbek, comme tout le monde, est étonné de voir avec quelle habileté l'étranger peut se battre. L'homme s'en va calmement, laissant derrière lui les hooligans inconscients. Les spectateurs n'ont même pas eu le temps de remarquer comment l'homme bougeait. Ils se demandent tous comment il a fait et commencent à le craindre. Un Jinbek trouve ça incroyable, il est absolument ravi de ce qu'il vient de voir. L'homme s'éloigne et réfléchit aux gens pitoyables qui se sont mis sur son chemin. Jinbek le rattrape et commence à lui poser des questions pour savoir s'il est vrai qu'il s'agissait d'arts martiaux.
et non de Desmure, si un étranger est venu. L'homme ne dit rien et continue son chemin, mais Jinbek. Il court autour de lui et est intimidateur avec des questions. Ici, ses jambes sont emmêlées l'une contre l'autre, et avec les mots « Je vois le maître pour la première fois ». Le garçon tombe juste devant l'étranger. L'homme reste sans voix et s'arrête. Des poches Jinbeka en tombant, un tas de pièces et une tablette d'or qu'il a trouvée sur le corps tombent mort homme. L'étranger aperçut quelque chose et une question silencieuse apparut dans ses yeux. Il regarde attentivement la tablette d'or dans ses mains Jinbeka. Jinbak se lève avec des excuses et invite l'inconnu à dîner chez lui. Mais ensuite, une main forte l'attrape à la gorge et le garçon commence à s'étouffer. L'étranger a rompu le silence et ses premiers mots ont été « Qu'est-ce que tu fais, Shio? D'où as-tu eu ce truc ?» Le garçon ne comprend même pas ce que cet homme lui demande. L'étranger dit qu'il est intéressé par le signe que le garçon a caché chez lui et par où il l'a obtenu. Jinbak crie qu'il n'a rien caché, que l'étranger peut prendre le signe et appelle à l'aide, incapable d'échapper aux mains fortes de l'homme. L'homme pense que devant lui se trouve un enfant pathétique, mais il ne peut pas le laisser comme ça, car avec un garçon faible et impuissant, il ne pourrait jamais vaincre l'aîné. Alors il lui montre l'épée et exige de lui dire toute la vérité, et s'il surprend le garçon en train de mentir, il le tuera. Effrayé, Jinbak lui dit qu'il a trouvé un corps au bord de la mer. Un homme en colère demande des détails, demande à quoi ressemblait cet homme, ce qu'il portait. Jinbak dit que le défunt avait environ 40 ans, et sur son front il avait une cicatrice en forme de lettre X. L'étranger desserre la main et Jinbak peut être enfinina les airs. L'homme lui demande ce qu'il a fait du corps. « Enterré dans la forêt aubaine », répond le garçon, et l'homme exige de l'y emmener immédiatement. Une femme aux cheveux blancs se tient au bord de la rivière et regarde l'eau. Les soldats s'adressent à elle et l'appellent Madame Chini. Elle demande s'ils ont trouvé le corps. Les soldats répondent qu'ils ont tout examiné, mais qu'ils n'ont trouvé aucune trace. Chini pense que le corps a dû être jeté quelque part ici, mais ils ont fouillé la zone et n'ont rien trouvé, ce qui signifie qu'il aurait pu survivre. Elle ordonne de fouiller tous les coins du village et les soldats courent pour exécuter l'ordre. À cette époque, dans la forêt aubaine, Jinbek montra la tombe où il avait enterré le corps. L'étranger est choqué par cette nouvelle. Il est en deuil et son visage est déformé par le chagrin. Le garçon s'excuse et explique que lorsqu'il l'a trouvé, il ne savait pas quoi faire et c'est pourquoi il l'a enterré ici. Un étranger tombe en sanglots sur la tombe de l'aîné. Ses doigts grattent le sol avec une rage impuissante. Il jure qu'il se battra. Le Jusho doit se préparer car l'homme promet de voir son sang quoi qu'il arrive, et il ne reculera jamais jusqu'à ce que cela arrive. Jinbek se souvient avoir déjà entendu le nom Jusho, mais il ne se souvient pas où et quand. Merci à l'aîné de l'avoir formé. L'homme continue de sangloter devant la tombe et s'excuse de l'avoir mal compris. Finalement, il se lève et s'apprête à partir, payant sa dernière dette envers son aîné. Jinbek essaie de l'arrêter et demande « Est-ce qu'il va vraiment partir ?» Et l'homme se demande s'il y a autre chose qu'il devrait voir. Jinbek dit qu'il ne peut plus rien montrer de nouveau, mais le soleil se couche déjà. Il se fait tard. Si le monsieur n'a pas décidé où passer la nuit, il peut rester dans la maison de Jinbek. L'homme veut dans un premier temps refuser, invoquant un grand nombre de cas. Mais le Jinbek ne l'écoute pas et se dirige déjà vers sa maison, invitant l'invité à le suivre. Il pense avec joie que c'est une excellente occasion pour lui d'apprendre les arts martiaux. L'étranger décide de passer la nuit dans la maison du garçon et le suit, sans remarquer que quelqu'un les surveille derrière un arbre. Sur la rive de la rivière, Chini gronde les soldats de n'avoir rien trouvé et ne comprend pas comment ils n'ont pas pu accomplir une tâche aussi simple. À ce moment, un autre soldat arrive en courant vers le rivage et dit qu'il a des nouvelles pour Madame Chini. Il n'a pas trouvé celui que Chini voulait voir, mais il a trouvé Handun. Ces mots font écarquiller les yeux de Chini. Elle ne s'attendait pas à entendre de telles nouvelles. Il s'avère qu'ils cherchèrent du cuivre et ont trouvé de l'or. La chance ne s'est pas détournée d'eux. Dans la maison, grand-père et Midan étaient assis près de la cheminée et préparèrent le dîner. Soudain, un Jinbek est entré en courant dans la maison et a dit qu'ils avaient des invités aujourd'hui et qu'ils devaient préparer une portion supplémentaire de nourriture. Midan ne s'attendait à voir personne et fut très surprise qu'un grand homme inconnu se tienne sur le seuil. Le Jinbek lui dit que c'était lui qui lui apprendrait les arts martiaux. Le grand-père regardait attentivement et avec appréciation l'étranger qui venait chez eux. Il remarqua la grande stature de l'homme, ses larges épaules, ainsi que l'épée dans ses mains. Il a demandé à l'invité s'il était par hasard lié à Murim, et l'invité a confirmé la supposition. Alors le grand-père s'est levé d'un bond et a dit sèchement à l'invité de quitter immédiatement sa maison. Jinbek a été choqué et a tenté d'arrêter son grand-père. Il a dit qu'il n'était pas approprié de se comporter ainsi, car il n'était qu'un invité, et son grand-père a crié qu'il ne tolérerait pas de tels invités dans sa maison.
L'étranger a dit calmement que son arrivée n'avait rien à voir avec Murim. Il est venu uniquement parce qu'on lui a proposé un endroit où passer la nuit. Comme il faisait déjà nuit dehors, pensa grand-père, et nous a permis de passer la nuit dans sa maison aujourd'hui. Mais demain matin, l'étranger doit partir. Handong regarde attentivement le vieil homme et voit une énorme cicatrice sur sa poitrine. Il détermine immédiatement qu'il s'agit d'une marque de sang versé, et il a lui-même du mal à y croire. Cette marque signifie que la personne a utilisé les arts martiaux, ce qui signifie que le vieil homme est également associé au Murim. Le garçon va joyeusement montrer à l'invité la chambre dans laquelle il passera la nuit. Et en chemin, il dit qu'il s'appelle Jinbek. Mais comment devrait-il appeler son invité? L'invité répond que leurs chemins vont bientôt diverger. Il ne sert donc à rien de citer des noms. Jinbek prend cela pour acquis, s'excuse pour ce qui s'est passé, et explique que son grand-père déteste Murim, mais que personnellement, il est très intéressé par les arts martiaux. Et avant que l'invité ne parte, pourrait-il montrer quelque chose à Jinbek, car son rêve est d'apprendre les arts martiaux et de laisser son nom dans l'histoire de ce monde. S'avère être un Murim pour vous, est-ce un simple plaisir de vous faire dorloter? L'invité demande soudain au garçon d'un ton brusque. Jinbek ne comprend pas de quoi parle son invité et veut qu'il explique ce qu'il voulait dire. Ici, un cri désespéré se fait entendre depuis la maison. C'est sa sœur qui crie et appelle son grand-père et son frère à l'aide. Jinbek et son invité courent rapidement pour découvrir ce qui se passe. Ils font irruption dans la maison, et leurs yeux voient une image qu'ils ne s'attendaient pas à voir. Shinny est assis dans la pièce et dit à Handong qu'ils ne se sont pas vus depuis longtemps. Et le soldat couvre la bouche de Midan. À la vue de sa sœur, qui se trouve dans une telle situation d'impuissance, Jinbek devient furieux, et une pensée lui traverse l'esprit. Qui sont ces gens? Il crie au soldat de laisser partir sa sœur et se précipite sur eux. Le soldat sort son sabre et est prêt à attaquer afin de tuer le garçon qui a osé les attaquer. Jinbek est perdu, ne sait pas quoi faire, le sabre est sur le point de l'abattre. À ce moment, son grand-père, criant « Jinbek !» repousse son petit-fils le sortant de l'attaque. Le vieil homme est blessé à la place de son petit-fils. L'impact l'envoie voler loin sur le côté. Jinbek court vers son grand-père, lui demande comment il va, et Handong regarde attentivement Shinny. Avec ses dernières forces, le grand-père murmure à son petit-fils de s'enfuir au plus vite. Handong dit à Jinbek de suivre les conseils de son grand-père et il s'occupera de tout lui-même. Il n'y a pas de place pour les enfants ici, explique Handong à Jinbek, et lui-même regarde attentivement les ennemis qui les entourent. Il explique que si quelque chose ne va pas, le Jinbek pourrait mourir. Handong demande à la femme ce qu'elle a oublié ici. Shinny a répondu qu'ils cherchèrent des traces de Bibuchi, mais ont trouvé Handong, ce qui est également très bien. Elle se demande où Handong a rencontré Bibuchi et s'ils cherchaient du jade ensemble. La femme présente le Midan effrayé et dit que si le Handong ne dit rien, elle le forcera à le faire. La vie de l'enfant dépend de sa réponse et Shinny met sa griffe acérée sur la gorge de la jeune fille. Handong lui dit que puisque cette affaire ne les concerne que tous les deux, la jeune fille doit être libérée et le problème doit être résolu sans elle. Shinny dit qu'elle ne veut pas laisser partir la fille, mais s'il le veut, il devra répondre à toutes ses questions. Avec ces mots, elle pousse la fille en avant et lui laisse 4 profondes coupures dans le dos à cause de ses griffes. Kanduna est submergé de colère et commence à crier après la femme cruelle. Et le Jinbek, sans hésiter une seconde, court au secours de sa sœur. Handun tire son épée et attaque le Shinny. Il espère lui porter un coup fatal et mettre fin à tout d'un coup. Mais elle esquive adroitement son épée, rit et dit que c'est par là qu'elle aurait dû commencer. Après quoi, il attaque le Handun avec ses griffes mortelles. Les flammes rouges et bleues entrent en collision avec une telle force que leur lumière est visible bien au-delà du village. Les combattants rebondissent les uns sur les autres, et la Shinny dit avec ravissement que son adversaire est toujours aussi forte, et elle se souvient du bon vieux temps. Elle invite son adversaire à parler sérieusement, mais n'a pas le temps de terminer la phrase. Comment le Handun se déplace instantanément derrière elle et l'attaque avec une épée depuis un endroit complètement différent. Shinny ne comprend pas où est passé son adversaire. Elle se tourne, le visage déformé par la rage, vers le Handung, repousse ses coups tout en délivrant les siens. Les rivaux se déplacent à une vitesse vertigineuse et tentent de s'infliger de graves blessures. Les soldats crient à leur maîtresse qu'ils sont prêts à intervenir, mais elle les arrête et dit que ce chiot lui appartient et qu'elle seule doit le tuer. Jinbek est assis près de la clôture à côté de son grand-père et n'en croit pas ses yeux quand il regarde ce combat. Il n'aurait jamais pensé que les gens pourraient se battre comme ça. L'épée Handung laisse derrière elle un courant de couleur bleue. Le mouvement des 2 combattants est invisible à l'œil nu. Les griffes de Shinny sont acérées et mortelles, et elle les manie magistralement. Handong l'accuse d'avoir entraîné des innocents dans leur conflit, et les méthodes de Jucho sont trop sales. Shinny crie qu'il détruira tous ceux qui gêneront M. Jucho, y compris Handun.
Elle balance sa main pour lui infliger de graves blessures avec ses griffes. Han-dong lève son épée au-dessus de sa tête. Il est très en colère contre l'immoralité de son rival. Un coup violent d'épée oblige la femme à sauter rapidement, sinon elle risque de perdre la tête. Mais ces 2 griffes mortelles furent coupées par un coup bien ciblé que lui porta le Khandun. Désormais, sa main n'est protégée par rien. Ayant rapidement évalué la situation, la femme insidieuse s'enfuit du champ de bataille à grands pas, renversant la clôture près de la maison. Avec une main qui a perdu son arme principale, les griffes de fer, elle menace son adversaire et dit qu'elle voulait s'occuper de lui elle-même. Mais elle a peu de temps. Et un détachement de soldats, obéissant à l'ordre de leur maîtresse, se précipite sur la main. Han-dun évalue la situation et compte rapidement le nombre de soldats qui l'attaquent. Il comprend que s'il hésite, la vie de Jinbek et Mi-dan sera en danger. L'homme décide que tout doit être fait très rapidement. Il dégaine son épée, et une lueur bleue de pouvoir enveloppe sa main. Les flux de pouvoir deviennent de plus en plus forts et prennent des formes bizarres. Shinny regarde tout cela de côté avec horreur et indignation, et au bout de quelques secondes, elle comprend ce que va faire son adversaire. Elle crie à ses soldats qu'il leur prépare une surprise et qu'ils ne peuvent pas le laisser la terminer. Mais les soldats n'ont pas le temps de courir vers le combattant lorsqu'il utilise la frappe sanglante du dragon, et qu'une énorme flamme bleue prend la forme d'un museau de dragon avec d'énormes dents et pattes griffues, et avance sur les soldats, ouvrant son corps brillant. Bouche. La seule chose qu'un Shinny peut faire est de crier à ses soldats. « Courez !» Et elle-même est la première à fuir, et ses soldats courent après elle. Il y a une terrible explosion qui détruit tous les êtres vivants sur son passage. Mais le Shinny et plusieurs soldats ont réussi à s'échapper à une distance assez sûre. Elle dit que tout à l'heure, c'était très dangereux. C'était censé être une attaque de transformation, mais elle n'a pas été achevée, et n'a donc pas été complètement réussie. À ce moment-là, la lumière bleue commence à couler sous les pierres. La femme regarde cela avec étonnement et ne trouve pas de réponse à ce que cela signifie. Sous une telle force, les pierres explosent et volent très haut. Shinny les suit du regard. Et puis les pierres tombent au sol avec la même force. Et ils enterrèrent la femme et les soldats qui étaient avec elle. Han-dong se lève et regarde les résultats de sa frappe. Jinbak se tient derrière et n'en croit pas ses yeux. Il n'avait entendu parler d'un tel combat que dans les contes de fées. Il regarde l'homme qui se tient indestructible comme un rocher, une épée à la main, et comprend qu'il s'agit d'arts martiaux. Han-dun regarde les décombres et écoute attentivement pour voir si un mouvement peut y être entendu. À ce moment-là, Mi-dan commence à montrer des signes de vie et à gémir. Han-dong crie à Jinbek de la rabaisser rapidement. Ensemble, ils font asseoir la jeune fille, et l'homme lui touche le dos blessé. Ses mains se remplissent de force. Il les amène aux blessures de la jeune fille. Des flammes bleues l'enveloppent, son visage devient calme et apaisé. Jinbek regarde tout cela, n'arrive pas à croire ce qu'il voit, et se demande si c'est un rêve. Pour la première fois de sa vie, il se demande si les arts martiaux ressemblaient à ceux qu'il vient de voir. Ce n'est pas du tout beau, mais c'est cruel, sanglant, et peut nuire à un grand nombre de personnes. Son grand-père repose inconscient dans un état très grave. Le corps d'un des soldats est visible sous les décombres de pierre, et la pensée que c'est cruel revient à nouveau chez le Jinbek. Le vieil homme reprend ses esprits pendant un moment. Il est tout blessé, mais ses pensées ne concernent que sa petite fille, et il l'appelle. Han-dong calme le vieil homme et dit que sa petite fille va bien. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il lui transfère de l'énergie et en extrait le poison qui a empoisonné les griffes du Shinny. Le vieil homme blessé répète la même chose. « Je vous en supplie, sauvez notre Mi-dan. » À ce moment-là, les pierres commencent à bouger et une silhouette sort de dessous elle. Les gens regardent avec étonnement que quelqu'un puisse sortir dessous de tels décombres. Ils voient un Shinny vivant et en bonne santé qui se tourne vers le Han-dun et dit que ses compétences n'étaient pas suffisantes pour la tuer. Elle a apprécié sa tentative et met maintenant un nouveau gant avec des griffes acérées sur sa main. « Si vous croyez vos paroles, Han-dun, poursuit-elle, vous pourrez sauver cet enfant, mais si vous arrêtez le traitement ne serait-ce qu'une minute, vous risquez tous les deux de mourir. Vous avez les mains liées. » De la fumée verte tourbillonne autour de ses mains. Elle se demande si elle a vraiment l'air si pitoyable entre les mains du Han-dun qu'il pensait pouvoir la traiter d'un seul coup. Du poison commence à couler de ses griffes, et elle dit que Han-dong a beaucoup changé depuis leur dernière rencontre. Mais elle a aussi changé de la même manière. Sur ces mots, elle se précipite sur l'homme avec ses bras venimeux grands ouverts. Khandun reste immobile, et lui et la fille sont en danger de mort. Le grand-père comprend à quel danger sa petite fille est confrontée, et crie de toutes ses forces. Non, mais il est trop vieux et blessé. Il ne peut donc pas arrêter la femme. Le bruit d'un coup de feu se fait entendre dans la cour. C'est Jinbek qui tire avec le vieux pistolet directement sur le Shinny pour la tuer sur le coup. Shinny jette la balle d'une seule main, ce qui ne peut pas lui faire de mal. Jinbek recharge son arme,
Il ne va pas abandonner et protégera sa sœur par tous les moyens. Han Dong crie au garçon d'arrêter car c'est dangereux, mais il est incapable d'interrompre la séance de guérison. Jinbek vise à nouveau la femme dangereuse et espère la toucher avec ce tir. Shinny écarte les griffes, se moque de la naïveté du garçon et lui dit qu'il ne peut pas la gérer avec autant de soin. Elle agite la main, un anneau de pouvoir l'enveloppe, et le Jinbek ne voit plus où il vise. Avec sa force énorme, la femme envoie des fragments de pierre à l'endroit où se trouve le garçon. Grand-père se rend compte qu'il est sur le point de perdre son petit-fils et pousse un grand cri. Jinbek allongé sur le sol, sous un énorme tas de pierres qui lui écrasait les pieds. Il ne sent pas son corps et ne peut pas bouger ses jambes. Il ressent une douleur intense. Le garçon est complètement désespéré. Il comprend qu'il ne peut pas sauver sa sœur, et maintenant c'est une femme terrible pour s'occuper d'eux. Shinny dit que le gamin a eu ce qu'il mérite pour s'être mêlé là où il ne devrait pas, et se dirige directement vers Midan et Handun, qui ne peuvent toujours pas quitter la fille. Midan comprend dans quel danger elle se trouve, et ce qui la menace et se met à pleurer. Jinbek comprend qu'il faut faire quelque chose, mais ses bras et ses jambes ne l'écoutent pas, et l'arme se trouve très près. La pensée que Midan est en danger remplit sa main d'un pouvoir doré, et il peut maintenant attraper l'arme et lui transférer une partie du pouvoir. Shinny ne se doute de rien. Elle s'approche de Handun et lui demande s'il accepterait de revenir avec elle chez Monsieur Jucho. Si la Handun fait le bon choix, elle lui permettra de guérir la jeune fille. Elle attend une réponse avec impatience, et sa griffe gratte le cou de l'homme qui se met à saigner. Malgré le danger qui est si proche de lui, Handun répond qu'il préfère mourir plutôt que de prêter allégeance à ce scélérat Jucho. La main de Shinny est enveloppée d'une fumée verte empoisonnée. Elle a pris une décision. Et avec les mots au revoir, il se prépare à porter un coup fatal. À ce moment, le coup de feu accompagné d'un éclair jaune vif éloigne la femme de sa victime. Han Dong et le vieil homme comprennent parfaitement ce que signifie cet éclair jaune. Et le Jinbek se tient fermement sur ses pieds, enveloppé d'une faible lueur dorée, et se prépare à tirer son prochain coup. Toute sa posture témoigne de sa détermination à se battre jusqu'au bout et à protéger sa sœur, son grand-père et son invité. Mais soudain, l'arme lui tombe des mains et le garçon retombe au sol. Shinny pense que ce gamin était capable de remplir d'énergie un pistolet ordinaire. Cela signifie qu'il est si doué que le seul fait de vivre au village ne lui a pas donné l'opportunité de développer ses capacités. Elle s'approche du garçon allongé, immobile, pensant que ce chiot est plus dangereux qu'elle ne le pensait. Et si elle ne le tue pas maintenant, cela pourrait devenir un danger pour Monsieur Jucho. Elle décide d'en finir avec Jinbek ici et maintenant pour éliminer le danger pour toujours. À ce moment-là, le vieil homme se lève de terre en s'appuyant sur un bâton et lui demande de s'arrêter. Surmontant la douleur et se tenant à peine sur ses jambes tremblantes, le vieil homme dit soudain qu'il sait qu'elle cherche du jade et la laisse le suivre. « Il n'y a pas de jade divin ici », dit le vieil homme en regardant attentivement le brillant. La femme, tout comme Handun, reste sans voix et regarde silencieusement le vieil homme. Lorsque le premier choc passe, le Shinny attaque le vieil homme en lui demandant si elle a entendu parler de la divine jade. Le vieil homme confirme qu'il n'a pas entendu. Elle ne comprend pas comment ce vieil homme connaît l'existence du jade. Commence à soupçonner qu'il dit toutes sortes de bêtises pour sauver sa peau et celle de ses petits-enfants. Comment un vieil homme vivant dans un tel désert peut-il connaître le jade? Le vieil homme la regarde attentivement et ne dit d'abord pas un mot. Puis il commence à parler lentement avec beaucoup d'effort. Il demande à ses auditeurs s'ils connaissent Dekepsa. Shinny, comme Handun, ne peut rien répondre par étonnement. Puis Shinny dit que c'est un endroit qui a été détruit par un culte démoniaque il y a plusieurs décennies. Et pourquoi grand-père parle-t-il soudainement de ça maintenant? Parce que moi, continue le vieil homme, et parler lui est très difficile. Le dernier survivant de Deheps est Jin Chu. Ces mots laissèrent Handun et Shinny sans voix, car ils s'attendaient à tout sauf cela. Shinny n'arrive pas à croire ce qu'elle a entendu. Elle a entendu dire que chacun d'entre eux avait été tué là-bas, et que le méchant grand-père ment juste pour gagner du temps. Dehepsa était la deuxième plus puissante après Shaolin. Cette Shinny le sait bien, et elle sait aussi que peu importe son âge ou l'âge du vieil homme, mais elle ne pourrait jamais facilement vaincre un maître expérimenté de Dehepsa. Le vieil homme répond qu'il y a des décennies. Ce jour-là, il a perdu ses arts martiaux et révèle sa poitrine couverte de cicatrices. C'était la preuve du serment selon lequel nous ne nous mêlerions plus jamais des affaires de Chungwon, poursuit le vieil homme. Selon la légende, Shin Seung a créé 8 perles de jade divine, et Dehepsa a étudié cette légende. Même une seule perle donnait à son propriétaire un pouvoir puissant. Les matériaux de recherche, appelés le miracle des 8 jades, ont été transmis dans le temple de génération en génération. Cependant, après que le temple ait été attaqué par un culte démoniaque, la seule personne qui sait quelque chose sur le miracle des 8 jades est le grand-père de Jinbek.
Apparemment, dit Shini lorsqu'elle retrouva la capacité de parler, vous parliez de Jucho avant. Il semble que vous allez récupérer et transférer les jades au chancelier du royaume de Hong. Le vieil homme pouvait à peine bouger, et chacun de ses pas était taché de sang. Il a dit que si le chancelier ordonnait une telle chose à ses subordonnés, il les faisait littéralement chercher une aiguille dans une botte de foin. Évidemment, personne ne sait grand-chose sur ces jades. Le vieil homme proposa cette solution au problème. Il les conduirait à l'endroit où étaient conservés les jades s'ils ne touchaient pas ses petits-enfants. De l'avis du vieil homme, c'était une bonne affaire. Shini pensa intensément que si cette personne connaît de tels détails, il est fort probable qu'elle ne mente pas. De plus, un tel pouvoir terrifiant émane de lui, que même Shini a des frissons dans le dos et a du mal à faire face à la peur qui la saisit de plus en plus. Elle a dit que l'offre était très tentante, mais qu'il était impossible d'y croire pleinement. Elle suggéra donc au vieil homme d'avaler une substance spéciale qui lui donnerait certaines garanties. C'était une pilule de sommeil dénigrante. Si celui qui la prenait ne tenait pas parole, il mourait de douleurs qui ressemblaient à des piqûres d'insectes sur tout le corps. Elle considérait cela comme une précaution nécessaire. S'il s'avère que le vieil homme lui a menti, alors bien sûr ses précieux petits-enfants seront tués. Grand-père a avalé la pilule sans hésiter, et Shini lui a juré que s'il tenait sa promesse, tout se passerait bien. Han-dun était toujours attaché à la jeune fille par le traitement et ne pouvait pas bouger. Mentalement, il se reprochait beaucoup d'avoir perdu sa vigilance et de ne pas penser que Shini pourrait être en vie. Le vieil homme se tourna vers le Khandun et lui demanda pardon de l'avoir traité avec tant de dureté et d'en avoir trop dit. Il avait honte, sa conscience le tourmentait. Il lui a demandé de s'occuper des enfants pendant son absence afin que le vieil homme puisse emmener Shini en toute sécurité chez les divins jades. Grand-père s'est tourné vers Jinbek, qui gisait inconscient sur le sol, et lui a demandé pardon de ne lui avoir jamais révélé toute la vérité et lui a souhaité de vivre dignement, même si son grand-père n'était pas là. Shini suivit le vieil homme, disant finalement au Han-dun qu'elle prévoyait de régler ses comptes avec lui aujourd'hui. Mais en fin de compte, tout est la volonté du ciel. Han-dun s'est occupé d'eux et est resté silencieux, car il n'avait rien à dire. Un jour, nos chemins se croiseront définitivement, dit le Shini avec assurance, et partit avec le vieil homme, laissant le Khandun avec les enfants dans la cour de la maison. Le soleil se levait au-dessus du village et illuminait le toit de la petite maison. Jinbek s'est réveillé en criant. Il s'est souvenu que quelque chose de terrible s'était produit la veille, mais il ne savait pas comment cela s'était terminé. Et sa sœur Midan dormait à côté de lui. Elle était en parfaite santé, et Jinbek ressentit un vrai bonheur. Le garçon entra dans la pièce et vit un Khandun assis, qui était très triste. Han-dun lui a raconté tout, ce qui s'est passé à partir du moment où Jinbek a perdu connaissance. Il ne manquait aucun détail, et le garçon l'écoutait et ne savait pas s'il devait croire ou non ce qu'il entendait. Un homme et un garçon se tenaient au bord de la rivière. L'homme a transmis les dernières paroles de grand-père et son désir que le garçon et sa sœur vivent dignement. Jinbek a demandé si tout irait bien pour son grand-père. Cette question l'inquiétait le plus maintenant. Han-dun a dit que Jucho voulait le pouvoir du jade. Et malheureusement, Khandun ne voit aucun moyen d'y résister. Jinbek a continué à demander ce qui arriverait à grand-père lorsque Jucho aurait obtenu ce qu'il voulait. Mais Han-dun ne lui a pas répondu. Les mains du garçon se serrèrent en point de désespoir impuissant. Il tomba à genoux et commença à supplier Han-dun de l'emmener avec lui, car en rencontrant ce Jucho, il pourrait sauver son grand-père. Le garçon a dit qu'aujourd'hui, pour la première fois, après s'être battu avec quelqu'un de Murim, il avait ressenti cela. C'est un homme qui fera tout ce qu'il faut pour sa famille. C'est à cause de lui que Midan a souffert et que son grand-père a entrepris un voyage dangereux. Han-dong a dit au garçon que ce n'était pas de sa faute, mais il a continué à insister sur le fait que lui seul était responsable. S'il avait été plus fort, ou s'il avait eu plus de compétences, il aurait pu sauver sa sœur et son grand-père. Des larmes amères coulèrent sur le visage de Jinbek. Par conséquent, il demande de toutes ses forces au Han-dun de lui dire comment il peut devenir plus fort, et de lui apprendre tout ce que le Han-dun lui-même sait. Han-dun reste silencieux pendant un long moment, puis dit que Murim n'est pas un endroit pour se faire dorloter les enfants. Il y a des gens bien plus forts que ceux qu'il peut voir, il y a des endroits où les gens meurent comme des mouches, et il peut devenir l'un d'entre eux. Il demande à Wu Jinbek s'il est prêt pour ça. Jinbek répond qu'il vaut mieux mourir que de ne pas pouvoir protéger les personnes qui lui tiennent à cœur. « Dans ce cas, tu peux m'appeler Han-dun », lui dit l'homme. Une colombe volait vers la maison du chancelier, et celui-ci l'attendait déjà sur la terrasse. Il y avait un petit message attaché à la patte de la colombe. Le chancelier l'imprima avec empressement et le lut attentivement. Il s'est avéré que c'était une nouvelle pour lui que les jades soient étudiés secrètement à Dekepsa, et il était heureux que Shini ait finalement fait quelque chose d'utile.
L'un des courtisans vint rapporter que Sa Majesté le roi était arrivé saine et sauve dans le sud. La chancelière s'est souvenue de la nature luxuriante du sud, des immenses prairies fleuries. Il brûla la lettre qu'il avait reçue et pensa qu'il faisait chaud et agréable dans le sud. Et ce serait merveilleux si le jeune roi mettait fin à ses jours dans le sud. Le visage de Jinbek était déformé par la tension et la sueur coulait sur son visage. Il se tourna vers son compagnon avec une question. Doit-il partir avec une énorme pierre attachée à lui? Khandun a répondu cela sans aucun doute, définitivement. La pierre creusait un sillon profond et le bout du chemin n'était pas en vue. Jinbek n'avait plus de force. Il lui semblait qu'un peu plus et il perdrait connaissance. Il se souvenait sans cesse des paroles du Handun selon lesquelles, dans les arts martiaux, rien n'arrive tout seul. Et la répétition persistante est la base. Handun a dit au garçon que s'il veut devenir plus fort, il doit alors répéter tout ce qu'on lui dit. Il a traîné une pierre derrière lui et s'est rappelé que pour apprendre les arts martiaux, il avait laissé sa sœur dans la maison de son ami Baekbong. Et maintenant il devait faire de son mieux, car il n'avait nulle part où retourner. Son mentor et professeur a dit qu'ils allèrent d'abord à Anmunseong, parce qu'ils avaient prévu d'y aller avec leur aîné. Handun n'a jamais reçu de plan détaillé de son partenaire, mais il soupçonne que cela a de toute façon quelque chose à voir avec Jusho. Jinbek ne se souvenait plus où il avait entendu ce nom, et ce fut Jusho qui empoisonna Sa Majesté le défunt roi. Jinbek n'en croyait pas ses oreilles, comment cela pouvait arriver. Le chancelier n'a pas toujours été aussi dénué d'âme. Il a aidé le défunt roi et l'a guidé sur le bon chemin. Il avait de bonnes relations avec Surazo, l'unité militaire de Sa Majesté. À cette époque, Handun a commencé à s'entraîner à Surazo et a obtenu un grand succès. Mais un jour, le chancelier Jusho reçut une perle inconnue d'un donateur anonyme. Le même jour, l'ancien Jusho s'est évaporé. Il a commencé à se battre avec des méthodes inconnues, incendiant villes et villages. Son pouvoir était écrasant. À partir de ce moment-là, il commença à montrer son désir de contrôler le monde entier. Puis il commença à détruire le cercle le plus proche de Sa Majesté le défunt roi. Surazo faisait également partie de ce cercle. En fin de compte, Surazo s'est effondré. Et en regardant en arrière, le Handun se rend compte que cette perle est l'un des jades divins dont son mentor principal lui avait parlé. Le jeune roi est maintenant en grand danger, tout comme une bougie dans le vent. Il serra fermement ses poings. Pour faire face à cela, vous devez rassembler et faire revivre Surazo, l'une des unités les plus fidèles au roi. Jinbek était si fatigué que lorsque le Handun lui a dit qu'il ne restait plus que 30 milles à parcourir, il a senti qu'il ne pouvait plus faire un seul pas. Handun regarda attentivement le garçon et pensa qu'il voulait voir combien de temps il pourrait tenir avec une énorme pierre derrière le dos. Mais le garçon marche des kilomètres et reste toujours conscient. Même dans un combat avec un Shini, il a utilisé de l'énergie lorsqu'il a tiré avec une arme à feu. Il est clair que c'est un garçon inhabituel. Finalement, le Jinbek fut épuisé et tomba droit au sol. À sa grande surprise, ils étaient déjà arrivés dans la ville et se trouvaient dans une rue dans laquelle marchaient de nombreuses personnes. Jinbek vit une grande et belle ville, mais il gisait par terre et ne pouvait pas se relever de fatigue. Une main se tendit vers lui pour l'aider à se relever. « Êtes-vous d'accord ?» lui demanda l'homme qui conduisait un énorme buffalo en souriant gentiment. Jinbek n'a jamais vu des gens s'habiller ainsi auparavant, et il parle si étrangement. Anmunseong a une situation politique très stable et un emplacement favorable, c'est pourquoi il est populaire comme lieu de résidence parmi les étrangers occidentaux, se souvient Jinbek de ce que Handong lui a dit. Mais le garçon n'avait jamais vu de buffle, alors il fut surpris de voir à quel point la vache se tenait devant lui. Handong a dit qu'il savait où loger dans cette ville. Mais à ce moment, des cris de bienvenue remplissèrent la rue, où se trouvait un haut fonctionnaire en palanquin. « Monsieur le maire, monsieur le maire !» Les gens ont crié dans la rue et ont salué l'homme au palanquin. Le maire d'Anmunson, monsieur Yupe, a également chaleureusement accueilli les habitants de la ville. Dès que Handong et Jinbek se préparaient à aller déjeuner quelque part, un événement inattendu s'est produit. Juste en face de l'homme au buffle, qui a aidé le garçon à se relever, se tenait un homme avec des pétards. Il a allumé des pétards, et leurs crépitements ont assourdi toute la rue. Comment les tirs et les cliquetis pourraient-ils affecter le buffle? Bien sûr, le buffle avait peur, il se cabrait. De l'extérieur, on aurait pu croire qu'il était furieux. Son propriétaire ne comprenait pas ce qui était arrivé à l'animal. La corde sur laquelle il tenait le buffle lui échappa des mains. Même l'homme le plus fort du monde n'aurait pas pu le tenir. Et le buffle, sans discerner la route, s'élança, balayant tout sur son passage pour échapper à ces objets qui l'effrayaient tant. Un palanquin avec le maire s'est arrêté sur son chemin. Les gens qui le portaient ont hésité et ont eu peur. Et malgré les cris de la population, le buffle, aveuglé par la peur, s'est précipité vers l'homme.
Il semblait que dans quelques secondes tout serait fini et que le maire ne pourrait plus être sauvé. Mais alors un homme s'est mis sur le chemin du buffle et a couvert le maire de son corps. Il a tissé une grosse boule d'énergie bleue apaisante dans ses paumes et le jeta sur l'animal en colère et effrayé. Cette énergie enveloppa complètement le buffle. Une seconde plus tard, l'animal se tenait absolument paisible et était enveloppé dans des nuages de fumée bleue. Les gens dans la rue ont cédé. Un cri de joie et de perplexité puis de réjouissance a balayé la place. Monsieur Isaac a tout décidé. Gloire à Monsieur Isaac. Les gens ont crié. Isaac a demandé qui était le propriétaire de l'animal. L'homme a timidement admis. Il ressortait clairement de son accent qu'il était un étranger. Et Isaac lui a expliqué qu'il ne fallait pas amener d'animaux dans des endroits où il y a tant de monde. L'homme a demandé pardon. Jinbak. Il a regardé cette scène. Il a vraiment aimé Monsieur Isaac. Et la façon dont il a agi, il s'est demandé pourquoi la vache n'avait pas été blessée. Et a demandé « Est-ce aussi des arts martiaux ?» Et Kandon réfléchissait à la façon dont il s'était retrouvé entouré par le maire. Cet homme, Isaac s'approche du maire et demande si tout va bien. Le maire répond que tout va bien et rit joyeusement. Il dit à Isaac que grâce à lui, il peut tranquillement partir en patrouille. Il est très heureux qu'une personne aussi fiable l'aide. Isaac dit modestement que le maire exagère ses mérites. Le maire s'en va, et Jinbak et Kandun s'occupent de lui. Handong est très préoccupé par quelque chose. Il devient tendu et pense à quelque chose. Il ne fait pas attention au plaisir de son élève, lui jette un sac dans les mains, et en envoie un à la maison d'hôte. Handun lui-même décolle, et court aussi vite qu'il peut après le maire. Jinbak, confus, il ne sait pas ce qu'il va faire seul dans la grande ville. Quand il ouvre le sac que le professeur lui a donné, il voit qu'il est plein d'argent. L'humeur du garçon s'améliore fortement. Il comprend que tant qu'il est seul, il peut faire ce qu'il veut. Jinbak entre dans une taverne où il y a beaucoup de monde assis, et commande à manger pour lui-même. Le serveur lui apporte du poulet, le garçon est content. Le poulet bien frit a l'air très appétissant. Et avec des vœux pour moi. Bon appétit, Jinbak commence à manger. Un vieil homme est assis dans une taverne et boit du vin avec grand plaisir. Il attire déjà les regards des visiteurs qui s'étonnent et se demandent que fait cet homme. En face de lui est assis un autre homme âgé habillé comme un moine. Ils boivent depuis longtemps et derrière eux il y a beaucoup de bouteilles vides, mais ils en réclament une autre. Les deux vieillards se moquent l'un de l'autre et chacun pense que son compagnon de beuverie est déjà ivre, mais il est sobre. Les visiteurs de la taverne disent que les hommes boivent avant-hier et sont surpris. Comment peux-tu boire autant ? Une personne ordinaire serait morte depuis longtemps. Jinbak, il a essayé le vin pour la première fois. Il l'a vraiment aimé, et il demande au serveur de lui apporter 2 autres bouteilles et un autre poulet. À ce moment, un étranger entre dans la taverne. Il s'assoit à table à côté des vieillards buveurs. Un homme commande de la nourriture pour lui-même. Mais il y a tellement de commandes que l'hôtesse n'a pas le temps de servir tout le monde. L'homme attend quelque temps en silence que son ordre soit apporté, mais l'ordre n'est pas apporté. Puis il le répète si fort qu'un des vieillards entend sa voix, frémit et laisse tomber sa coupe de vin. Il tombe sur la table et se renverse. Le vieil homme aux cheveux gris commence à rire du fait que son voisin soit si maladroit. Il boit sa coupe de vin et dit que depuis que son ami a tout renversé, il est désormais le gagnant. Son ami essaie de se justifier que ce n'était pas de sa faute. Quelqu'un a crié sous son bras, mais pour le plus grand plaisir de tous les visiteurs. Le vieil homme répond qu'il n'est pas nécessaire d'être si sensible et de tressaillir à chaque bruit. Le perdant, comme dans le sport, doit s'incliner 3 fois devant le vainqueur et payer des boissons pendant 1 année entière. Tels étaient les termes de leur dispute. Un vieil homme irrité qui a perdu s'approche de l'homme et lui demande pourquoi il a crié si fort. Parce que les gens buvaient à proximité. Et dans les tavernes, tu dois te comporter tranquillement. L'homme répond à cela qu'un homme en robe monastique, qui se dispute autour d'un verre en plein jour devant tout le monde, ne devrait pas exprimer son mécontentement face à un bruit excessif. Le vieil homme s'énerve très fort de cette remarque, attrape son bâton et demande au jeune homme s'il va mourir. Le jeune homme répond hardiment au vieil homme qu'il ne se contente pas de boire, mais qu'il tue aussi des gens. Un vieil homme en vêtements monastiques et sans voix d'indignation. « Comment oses-tu me taquiner avec ta sale langue ?» crie-t-il en s'énervant. Il balance son bâton et frappe, mais le jeune homme esquive et le bâton frappe la table avec une telle force que d'un seul coup la table se brise. Tous les visiteurs regardent le vieil homme avec peur et ne savent pas ce qui lui passera par la tête ensuite. Et le jeune homme sort l'épée de son fourreau et dit au grand-père violent que lorsqu'il paiera, qu'il n'oublie pas de payer pour la table et pour tout ce qui souffrira à cause de sa faute. « Tu sais comment faire chier les gens, » dit le vieil homme. « Alors blâmez-vous. » Il lève son bâton. Il attaque le jeune homme en lui proposant d'essayer d'esquiver ce coup, aussi. Un homme part un coup avec un bâton avec son épée, et le fait très rapidement et professionnellement.
Les deux combattants s'entourent et recherchent les points faibles de la défense ennemie. Le prochain coup de bâton est à nouveau bloqué par l'épée. La propriétaire de la taverne pleure d'horreur, car elle a peur que tout soit brisé, et les gens ne comprennent pas. Comment avez-vous pu être si ivre au point d'attaquer les visiteurs? Un vieil homme aux cheveux gris. Le partenaire du moine assiste au combat avec plaisir et constate que le jeune homme a une bonne posture et sait manier une épée. Les bâtons qu'il tient dans ses mains sont remplis d'une lueur bleutée de pouvoir. Le combat continue. Les places près des voyous sont vides. Le vieil homme suggère au jeune d'abandonner car il a l'air fatigué, mais l'homme ne va même pas le faire. Soudain, une lumière bleue vole vers lui et le fait tomber. Ce flux d'énergie a parcouru toute la taverne, a cassé le compteur en deux. C'est arrivé si vite que les gens n'ont pas compris ce qui s'est passé. Le moine en colère se tourne vers son compagnon et lui demande ce qu'il se permet, et le compagnon répond qu'il se joint à ce divertissement et que son ami peut simplement se reposer. L'homme serre l'épée et se rend compte que ces deux vieillards sont bien plus forts qu'il ne le pensait. Vous pouvez toujours en gérer un, mais le second sera très difficile. Il décide qu'il ne lui reste plus qu'une chose, et des nuages de fumée noire commencent à envelopper sa silhouette. À ce moment-là, une voix se fait entendre quelque part au-dessus, appelant tout le monde à s'arrêter immédiatement. Quelqu'un crie qu'il est impossible à deux d'en attaquer un, surtout si un jeune homme a un physique beaucoup plus petit qu'un vieil homme. C'est le Jinbek qui est indigné par l'injustice et crie depuis le dernier étage qu'il est un maître du Murim, et qu'il ne peut pas le laisser comme ça. 3 hommes qui n'ont pas fini de se battre regardent avec surprise le garçon inconnu, qui se présente comme le maître de Murim, et tous 3 pensent « Est-il ivre ou est-il un imbécile ?» Jinbek tente de grimper par-dessus la balustrade, le visage rouge à force d'avoir bu du vin. Il ne peut pas tenir et tombe avec un rugissement assourdissant. Il est assis parmi les décombres, dans des nuages de poussière, et se tient la tête. Il reprend ses esprits et ne peut pas comprendre comment il est tombé, et ce qui s'est passé, car il ne se souvient de rien. Puisqu'il a ouvert la bouche, cela signifie qu'il est prêt à répondre de ses paroles. Un vieil homme en vêtements monastiques s'approche de lui d'un air menaçant. « Êtes-vous assez déterminé pour nous rejoindre dans la bataille ?» Jinbek comprend qu'il n'a aucune détermination et que toute la situation est très déplorable pour lui. Il essaie de se rappeler ce qu'il a fait et comment il a insulté ce vieil homme puissant, dont l'apparence montre qu'il est un expert. Il a un besoin urgent de s'échapper d'ici, mais il ne sait pas comment faire. Son regard tombe sur le grand nombre de bouteilles qui traînent par terre, et il commence à se rappeler qui sont ces personnes âgées. Puis, pour s'en sortir, il rappelle aux vieux qu'il pariait sur l'alcool, et voilà qu'il est prêt à discuter avec eux. Le tarif est le même vin. Les personnes âgées exigent que le garçon arrête de dire des bêtises et se lève immédiatement. Jinbek leur offre de l'argent en garantie, qu'il donnera s'il perd. S'il gagne, le jeune homme avec lequel ils se sont battus sera libéré, et Jinbek sera traité comme un frère aîné. Le vieil homme aux cheveux gris dit que si Jinbek perd, il devra donner sa vie en échange de celle du jeune homme. Jinbek n'est pas très content de ces conditions du pari. Il tremble de partout, et de grandes quantités de sueur coulent sur son visage. Le moine demande doucement à son ami qu'est-ce qu'il transporte, et pourquoi discuter de cela. Et il répond que c'est plus amusant de vivre ainsi. Le moine crie d'apporter la boisson la plus forte, qui se trouve uniquement dans cette taverne, et la facture de tout, ce qu'il a cassé. Jinbek laisse entendre qu'il serait peut-être préférable de boire du vin ordinaire, mais les personnes âgées disent que si nous discutons de l'alcool ordinaire, alors même 4 jours ne suffiront pas pour mettre fin à ceux différents. Un sablier est posé sur la table, et le moine annonce les termes de la dispute Equalsign. Celui qui boit le plus en 2 tours de ce sablier gagne. Un vieil homme aux cheveux gris se tourne vers un jeune homme qui se tient dans un coin avec une épée dégainée et lui dit que tout cela est arrivé à cause de lui. Il devra donc devenir juge dans ceux différents. La dispute a commencé, et les serveurs apportent d'énormes contenants d'alcool à l'opposant. Ce n'est pas le vin léger et savoureux que Jinbek a essayé, mais une boisson forte et rugueuse dont l'odeur à elle seule laisse entendre que vous pouvez mourir si vous le buvez. Il pense que c'est quand même mieux que de se battre avec ces vieillards puissants. En plus, ils étaient déjà pas mal ivres avant, alors peut-être qu'il pourra gagner. Il prend une cruche et commence à boire en pensant que s'il ne meurt pas après cela, il perdra définitivement connaissance. Le juge surveille l'exécution des règles et entend les déclarations des gens selon lesquelles personne ne peut boire plus de 3 verres. Jinbek continue de se verser de l'alcool, et c'est si fort que sa gorge commence à brûler. Et 2 grands-pères malicieux burent très vite leur cruche et vantèrent cette boisson. Dans Jinbek déjà, j'ai la tête qui tourne et tout nage dans mes yeux, et un feu brûle en moi. Le juge remarque que d'où vient Jinbek, une sorte de lumière dorée commence à émaner. Il comprend que c'est l'énergie d'un garçon, et n'arrive pas à croire qu'il la voit de ses propres yeux.
Les personnes âgées font aussi attention à ceux qui arrivent au Jinbak. Ils se disent qu'il puise toute la force de l'alcool avec son énergie interne. Le moine est indigné par le jeu malhonnête de son adversaire. Il court vers lui, le traite de lâche et crie qu'il est facile de s'en sortir lorsqu'on utilise son énergie. Mais Jinbek ne répond rien. Il semble gelé et verse de la boisson dans sa bouche. Puis le moine l'attrape par l'épaule et lui demande de répondre lorsqu'on lui parle. Mais sa main s'est soudainement engourdie et il a réalisé que quelque chose n'allait pas. Il semble collé au Jinbek et se tient enveloppé de rayons de lumière dorée. Son ami demande avec surprise ce qui s'est passé, et le moine répond que ce garçon absorbe son énergie. Le vieil homme aux cheveux gris n'arrive pas à y croire. Il est très surpris. Il comprend qu'il voit la loi de l'absorption en action, ce qui est très rare même chez les maîtres forts. Il crie à son ami de laisser partir le garçon, mais son ami ne peut pas le faire, et a peur qu'à ce rythme, Jinbek lui aspire toute son énergie. La seule façon d'arrêter cela et de se sauver est d'admettre sa défaite, crie l'homme aux cheveux gris. Le moine crie qu'il a perdu, alors il doit s'arrêter. Et il est éjecté de la table par une énorme onde de choc. Il vole vers le mur, le heurte et reste assis, absolument épuisé. L'homme qui a jugé le combat regarde le Jinbek avec surprise et essaye de découvrir qui est ce type, et Jinbek arrête enfin de boire. Il regarde autour de lui avec perplexité et demande ce qui s'est passé. L'homme aux cheveux gris pointe avec indignation le garçon du doigt et demande s'il est de Soyopa. Jinbek n'a jamais entendu ce mot et ne comprend pas ce qu'on lui demande. L'homme continue de crier pour que le Jinbek ne fasse pas semblant de ne pas comprendre de quoi il parle. Et sa magie d'absorption n'est-elle vraiment pas la loi d'absorption de Soyopa? Les vieillards se consultent entre eux sur ce qu'il faut faire de ce garçon, et le moine conseille de le tuer. De plus, ils peuvent le faire sans que personne ne s'en aperçoive. Bien qu'ils se réfutent, si ce type est lié à Soyopa, leurs affaires pourraient devenir plus compliquées. De plus, ce type n'est peut-être pas seul. Ils disent au junior qu'il a quand même gagné le pari, et comme convenu, ils relâcheront cet homme, et Jinbak, je peux les appeler grands frères. Jinbak mentionne qu'ils devraient l'appeler grand frère selon les termes du pari, mais les vieux prennent un air tellement menaçant que Jinbak décide d'accepter tout. Instantanément, les vieillards disparaissent de la taverne, laissant le monsieur seul. Jinbak ne comprend pas comment c'est arrivé. Alors il a beaucoup bu, mais il est plein d'énergie et ne se sent pas ivre. Mais il a toujours mal à la tête, et décide de sortir prendre l'air. Jinbek parcourt les rues de la ville et ne comprend pas où il est allé, qui n'a même pas dit quand il reviendrait. Il ne remarque pas qu'il est constamment suivi par un homme en imperméable, qu'il a rencontré dans un tracteur. Un homme essaie d'attirer l'attention de Jinbaka, mais il ne l'entend pas. Soudain, un commerçant qui passe par là pousse accidentellement un homme, et celui-ci tombe à terre. Jinbek se retourne et reconnaît le gars qu'il a vu dans la taverne. Le chapeau de l'homme tombe par terre. Les cheveux longs, cachés sous un chapeau, sont éparpillés sur les épaules. Jinbek réalise avec surprise que devant lui se trouve une femme déguisée, et non un homme comme il le pensait. Jinbak comprend que devant lui se trouve une jeune fille de son âge. Il reste bouche bée d'étonnement, et la jeune fille lui demande comment il a réussi à utiliser les arts martiaux lors d'une dispute. Jinbak jure qu'il ne connaît aucun art martial. La fille ne croit pas un seul mot de ce qu'il dit, et croit qu'il marmonne délibérément ses absurdités afin de la tromper. Mais Jinbak continue de lui assurer qu'il dit la vérité, et elle commence à le croire. Après cela, elle se désintéresse de lui tourne le dos et s'apprête à partir. Elle dit qu'il ressemble à un faible qui est allé là où il n'aurait pas dû. A également utilisé des astuces étranges, mais ensuite elle s'arrête et ajoute qu'elle est reconnaissante envers le jeune homme de l'avoir aidé. La fille dit qu'elle pourrait le gérer elle-même, et à ce moment-là, un serpent venimeux sort de sa manche. La fille dit que le nom du serpent est Iana, et que s'il mord quelqu'un, il mourra immédiatement. Jinbak ne comprend pas comment on peut porter un serpent venimeux dans son sein. Voulez-vous être mordu? Et le serpent, la gueule grande ouverte, se jette sur Jinbaket qui crie fort d'horreur. La fille rit fort et dit qu'elle plaisantait, après quoi elle dit au revoir, merci encore et se prépare à partir. Jinbak l'arrête parce qu'il veut savoir quelque chose sur les poisons. Une fille épingle ses cheveux pour remettre son chapeau et faire semblant d'être un homme. Jinbak lui pose une question. Si elle connaît quelque chose sur les poisons, alors peut-être a-t-elle entendu parler des somnifères dénigrants. La jeune fille répond qu'elle le sait. Ces comprimés sont fabriqués à partir de vers à soie, qui sont devenus noirs après avoir mangé des insectes venimeux. Elle connaît aussi l'antidote. Jinbakil a vraiment besoin de cette information, et il supplie la fille de lui dire en détail tout ce qu'elle sait sur l'antidote. La fille répond qu'il existe une herbe médicinale spéciale, et que si vous la trouvez, vous pouvez préparer un antidote, mais elle ne comprend pas à quoi cela sert. Jinbak promet de lui dire tout cela, mais plus tard et maintenant, il lui demande de trouver cette herbe médicinale
La fille dit que cette herbe pousse dans les montagnes, et Jinbak l'appelle immédiatement à la montagne pour cueillir cette herbe. La fille commence à craindre qu'il y ait un fou devant elle, explique que maintenant il est trop tard pour y aller à cause de cette herbe, et propose de se retrouver demain matin à la montée. Jinbak part, car il a encore besoin de retrouver son professeur Handun, et la fille s'occupe de lui, et pense que c'est une grande chance que ce garçon ait eu besoin d'un antidote. Maintenant elle peut en savoir plus sur lui. En ce moment, dans une petite maison élégante, éclairée par les rayons du soleil couchant, Isaac rencontre joyeusement le Handun, qu'il n'a pas vu depuis très longtemps. Il l'invite à entrer dans la maison, et dit qu'il était très curieux de savoir comment s'est déroulé le sort du Khandun. Khandun examine l'endroit où vit Isaac. Son visage est très sérieux. Il voit qu'Isaac a de nombreux domestiques, le jardinier coupe les buissons par une servante, une autre balaie la cour. Les deux hommes s'assoient à la table dressée pour le thé et profitent de la fraîcheur du soir. Isaac dit tristement qu'il a déjà entendu la nouvelle du mentor principal de Khandun. Il est offensé qu'un homme aussi intelligent se termine si mal. Il demande quels sont les projets de Khandun et dit qu'il peut demander au maire de nommer Khandun chef de la sécurité. Handong écoute en silence, puis ne peut plus le supporter et explose. Il demande à Isaac ce qu'il fait ici au moment même où leurs camarades du Surazo meurent aux mains des Juchopupé. Et Isaac vit heureux, faisant des courses pour les aristocrates. « Tu n'as pas honte ?» demande le Handun avec colère, et une indignation sincère est inscrite sur son visage. Isaac reste silencieux pendant un moment, puis dit que le monde a changé et que Sa Majesté le roi qu'ils accompagnaient a également quitté ce monde. « Cher ami Khandun, » Isaac dit tristement, « il est temps d'affronter la vérité. » Le soleil s'était déjà couché, et les hommes continuaient leur conversation. Isaac a continué en disant que le monde a changé et que chacun devrait faire non seulement ce qu'il devrait, mais aussi ce qu'il peut. Handun ne comprend pas comment quelqu'un peut décider de devenir le chiot des aristocrates, et quel genre de choix est-ce pour un homme. Isaac répond que tout n'est pas si simple, et regarde pensivement par la fenêtre. Khandun ressemble au même endroit qu'Isaac, et il voit une belle jeune femme dans le jardin, en train de s'occuper des fleurs en présence d'un jardinier. La femme remarque qu'il la regarde, sourit et agite la main. Isaac dit qu'au nom de Surazo, il est venu surveiller Amundsen. Il est entré ici comme l'un des soldats. Un jour, lors d'un détour, il aperçut un palanquin poursuivi par un groupe de voleurs. Bien sûr, il s'est immédiatement précipité à la rescousse, et cela ne lui a rien coûté de détruire les bandits. Lorsqu'il s'en occupa et s'approcha du palanquin, il vit que la fille du maire était assise là. Le maire était très reconnaissant d'avoir sauvé sa fille, il a donc promu Isaac, qui en a bénéficié. Après tout, il pourrait ainsi mieux surveiller le maire. Mais il s'est vite rendu compte que le maire est une bonne personne, qui a pitié de ses sujets, et traite tout le monde sur un pied d'égalité. Il a montré une affection particulière pour Isaac, et lorsque sa fille a admis qu'elle aimait le soldat qui l'avait sauvé, il ne l'a pas renvoyé, mais a au contraire commencé à parler du mariage des jeunes. Isaac a admis au Khandun qu'il espérait que, malgré le fait que Jusho ait désormais un pouvoir réel, si Isaac devient plus tard maire de cette ville, il pourra résister à Jusho. Isaac a continué à dire au Handun qu'il devait regarder les choses avec sobriété et qu'il ne pourrait pas résister au Jucho avec les quelques personnes qui restaient fidèles au Surazo. Khandun est devenu très en colère en écoutant l'histoire d'Isaac. Son visage se déforma en une grimace d'impatience. Il a dit à Isaac qu'il disait des bêtises et que ce n'est pas lui qui est tordu. Mais Isaac devrait regarder les choses avec sobriété. Si, alors que vous devenez un maire remarquable, Son Altesse le prince héritier décède, que diriez-vous à nos camarades morts avec lui? Si tu penses naïvement que tout se passera selon ton plan, alors n'est-ce pas là l'illusion d'un imbécile? Handong ne pouvait pas rester assis, alors il s'est levé d'un bond en prononçant son discours. Et Isaac s'assit en face de lui et écouta attentivement, puis il a demandé à son camarade de se calmer, et a demandé si le Khandun voulait savoir ce que son aîné de la ville allait faire. Khandun a demandé à Isaac s'il avait reçu une sorte de message de l'aîné, mais tout le monde a répondu que ce n'était pas le cas. Mais Khandun devrait deviner. L'homme prêt à écouter attentivement. « Vous connaissez Tek Wangan, le bras droit de Jusho, n'est-ce pas ?» demanda Isaac. Son interlocuteur acquiesça affirmativement. Donc en ce moment, il se prépare à entrer sur le territoire d'Amundsen. Khandun fut étonné par cette nouvelle. Il ne pouvait pas croire que ça puisse être vrai. Isaac a poursuivi en disant que Tak Wangan allait convaincre le maire de lui prêter allégeance. Et cela peut être perçu comme une menace. Après avoir écouté cela, le Khandun a dit qu'il avait trouvé la réponse qu'il cherchait et qu'il devait partir. Isaac a essayé de l'arrêter. Il a dit que si Khandun touchait Wangan maintenant, la ville serait définitivement attaquée. Comme le soldat d'Amundsen, Isaac ne restera pas les bras croisés. « Faites ce que vous avez à faire », lui répondit le Handun,
et je ferai ce que je décide. » Avec ces mots, il est parti. Isaac resta seul, plongé dans de sombres pensées et ne sachant que faire. De nombreuses tentes ont été installées aux limites extérieures de la ville d'Amundsen. Le serviteur appela son maître à dîner, et Tak Wangan, le premier ministre en charge des affaires militaires du royaume Han, lui répondit que la nourriture était mauvaise et qu'à leur entrée dans la ville, des plats exquis l'attendraient. Le conseiller a dit qu'il fallait entrer rapidement dans la ville, car après un séjour de 3 jours, les soldats expriment leur mécontentement. Wangan s'est plaint qu'il le voulait lui-même, mais étant donné que la dame a soudainement disparu, il n'y a plus rien à faire à part attendre. Toute sa vie, elle n'avait fait que pratiquer les arts martiaux. Elle restait même analphabète, mais alors la porte de la tente s'ouvrit et une silhouette apparut sur le seuil. La jeune fille qui aidait à la taverne Jinbek apparut sur le seuil. Lorsqu'on lui a demandé où elle était depuis si longtemps, elle a répondu qu'elle regardait autour d'elle. Elle a demandé à Wangan s'il la grondait parce que ses oreilles lui démangeaient tout le temps. Wangan a répondu qu'il n'oserait pas. Wangan a déclaré que même si ce voyage avait été approuvé par le père de la jeune fille, elle devait être un peu plus flexible, parce qu'elle est très belle et a une silhouette magnifique. Avoir un tel corps et connaître si bien les arts martiaux, elle fera une belle fille de l'empereur. La jeune fille a conseillé à Wangan de garder la bouche fermée, car si quelqu'un l'entend l'appeler la fille de l'empereur, alors son discours pourrait être assimilé à une rébellion. Wangan a dit à son conseiller que puisque la dame est revenue, demain matin, ils se rendront à Amundsen pour que ce message puisse être transmis au maire. À ce moment-là, la jeune fille réfléchissait à quelque chose, et la servante ne parvenait pas immédiatement à la sortir de ses pensées avec ses questions. Elle s'est souvenue du Dzembek, qui lui avait suggéré d'aller dans les montagnes pour trouver des herbes médicinales. La servante vit les lèvres de sa maîtresse touchées par un sourire, et elle a demandé que quelque chose de bien s'était probablement produit parce qu'elle n'avait pas vu son propriétaire sourire depuis longtemps. Au milieu de la nuit, un message de Wangan a été apporté à la maison du maire. Le maire l'a lu et a dit aux conseillers qu'ils avaient finalement décidé d'entrer et que nous avions déjà préparé. Le maire a ordonné de transmettre cette nouvelle à tout le monde et de préparer le chemin pour les invités au château. Un Khandun s'est assis sur le toit de la maison du maire et a entendu toute la conversation. Finalement, il parvint à une conclusion et sauta du toit. Il a décidé qu'il comprenait ce que voulait son aîné. Il allait tuer Wangan en faisant équipe avec Angun. Surazo essaie de dire à tout le monde qu'il ne va pas rester les bras croisés et ignorer ce qui se passe. Khandun doit désormais se débrouiller seul, car son aîné est décédé. Il doit saisir cette chance et faire comprendre au sujet du Han Kingdom qu'ils ne sont pas encore soumis. Et à ce moment-là, Jinbek était assis dans la rue et pleurait amèrement parce qu'il ne trouvait son frère Handun nulle part.